Bienvenue dans l'entretien politique avec comme invité Arthur Dehaene. Bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes conseiller municipal de Maisons-Laffitte, dont le maire est Jacques Miard, je le rappelle. Vous êtes ancien élève de l'ENA, vous enseignez à Sciences Po. Vous êtes le fondateur aussi de l'association L'Équipé, qui tente de corriger les inégalités sociales pour favoriser l'accès à la réussite scolaire et sociale des jeunes les plus défavorisés. Mais c'est d'autres choses que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler du référendum annoncé par le président de la République, référendum qui prévoit d'introduire cette phrase dans la Constitution: la République garantit la préservation de la biodiversité, de l'environnement et lutte contre les dérèglements climatiques. Référendum auquel vous avez consacré une tribune qui est parue dans Marianne. Alors, d'abord, première question. Pourquoi ce référendum vous paraît-il nécessaire alors qu'il existe déjà une charte de l'environnement depuis 2005, charte qui a valeur constitutionnelle? Est-ce que ça n'est pas au fond une redite? Alors de ce point de vue-là, oui, c'est une redite. C'est-à-dire que ce que je valide dans l'approche gouvernementale, c'est le principe du référendum sur la question écologique. Parce que le référendum, c'est un acte qui est à la fois souverain et populaire. Et je crois qu'en matière écologique, justement, on a besoin d'une grande option souveraine et populaire. Je veux dire par là que on a fait depuis 30 ans le choix d'une option qui est celle de la mondialisation, du libre-échange, qui a été, il faut le dire, validée par les Français par un référendum en 1992. Et que si maintenant nous souhaitions revenir sur quelque chose, ou en tout cas proposer quelque chose qui serait un modèle de production sur le sol français, sur le sol européen, je pense que le référendum est un geste politique de nature à nous donner l'élan dont nous avons besoin pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc, pour répondre directement à votre question, je pense que un référendum sur un morceau de phrase n'a pas d'intérêt, n'a pas de sens. Le référendum, c'est une bonne chose s'il permet d'impulser un changement de modèle. Alors justement, vous avez déjà abordé quelques-unes des problématiques que pose d'ailleurs votre tribune. Vous écrivez d'ailleurs que ce référendum est une bonne idée à condition de remettre en cause, vous venez de le dire, la mondialisation, je vous cite, qui depuis 40 ans a amené tant de casses politiques, sociales et écologiques. Mais alors, lutter contre le réchauffement climatique, ça ne peut être qu'une lutte mondiale. Comment on peut être à la fois contre la mondialisation et vouloir une lutte mondiale? Parce que si on est tout seul à lutter contre le réchauffement climatique, on n'y arrivera pas. Alors oui, effectivement. Cela étant, le modèle sur lequel repose notre environnement économique, c'est à la fois le modèle européen. L'Europe, c'est 8 à 10% des émissions de CO2. Donc, il y a un travail qui peut être fait au niveau européen et au niveau mondial, comme vous le dites, et là, ça suppose de revoir les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Mais si on a une coalition européenne puissante sur ce sujet-là, et qui, en fait, part du principe que nous relocalisons, c'est-à-dire que nous faisons produire en Europe des choses qui, aujourd'hui, sont produites dans des conditions écologiques dramatiques, singulièrement en Chine et aux États-Unis, qui, à eux deux, totalisent pratiquement la moitié des émissions de CO2 de la planète. Tout simplement parce qu'ils produisent avec du charbon, ils produisent avec du gaz, alors que, par exemple, en France, on capitalise énormément sur l'énergie nucléaire. Donc, vous voyez, c'est notamment en recentrant comme ça au niveau européen qu'on arrivera à changer une dynamique qui nous fragilise justement au niveau mondial. Ça n'a pas de sens, si vous voulez, d'organiser une grand-messe mondiale à l'Assemblée générale des Nations Unies, ça n'aboutira à rien. Je crois qu'il faut assumer que l'Europe peut être porteuse d'un modèle de production plus vert et s'engager résolument par le protectionnisme écologique et social dans une bataille pour que la part de ce qui est produit dans le monde le soit avec des énergies propres en Europe et pas avec des énergies sales ailleurs. D'ailleurs, vous défendez ce que vous appelez la souveraineté écologique, c'est-à-dire, au fond, vous dites la relocalisation d'un certain nombre d'industries, non seulement ça va créer des emplois, mais évidemment, ça évite d'importer de pays très lointains. Oui, cela étant, il y a une chose quand même que je tiens à préciser sur ce concept de souveraineté écologique, c'est-à-dire que le protectionnisme, il faut bien avoir en tête que ce sont des taxes qui certes pèsent sur les producteurs étrangers, mais qui sont agréées à l'achat des consommateurs européens. Donc là où il ne faut pas qu'on soit amnésique, c'est qu'il ne faut pas qu'on fasse la même erreur qu'avec les Gilets jaunes.
C'est pour ça que je parle d'écologie souveraine et populaire. C'est-à-dire que si demain on crée une taxe, il faut forcément que le produit de cette taxe, quelle qu'elle soit resservi aux ménages qui en ont besoin. Il y a eu, par exemple, vous l'avez vu, Patrice, ce chèque donné aux plus démunis pour l'achat de bio et l'achat en circuit court. Ça, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Si on a une écologie que par la fiscalité, par la taxe, ça ne marchera pas. Il faut que le produit de la taxe soit resservi aux ménages qui en ont besoin, parce qu'il faut que ça soit une écologie du pouvoir d'achat aussi. Sinon, on est perdu. Alors, vous parliez tout à l'heure du référendum de 92, c'est Maastricht, et vous prônez d'ailleurs le changement d'un certain nombre de traités européens en disant, au fond, il faut que l'Europe se dote de grands champions, notamment de l'hydrogène, des transports, de l'énergie. Vous luttez contre quoi? Contre le fait que l'Europe empêche justement cette réunion d'avoir, au fond, des grandes entreprises? Exactement. Il y a un an de cela, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, et le ministre de l'économie, enfin, et des finances allemand, monsieur Olaf Scholz, avaient écrit ensemble, juste après, vous savez, le rejet de la fusion Alstom-Siemens, pour favoriser les grands champions européens. Moi, je crois qu'on ne s'en sortira que comme ça. Et aujourd'hui, les règles de concurrence européennes nous pénalisent fortement, nous mettent en difficulté, nous empêchent d'avoir la taille critique qu'il nous faut pour justement produire de manière complètement souveraine sur le sol européen. Le fait que Alstom, pour conclure un pacte avec Bombardier, soit obligé d'abandonner une usine à Reichshofen, c'est pas normal, si vous voulez. C'est pas normal, et il faut mettre un terme à ça, parce que si on abandonne des usines sur le sol français, elles seront remplacées par des usines, non pas forcément en Europe, mais à l'étranger, et singulièrement en Chine. Et faire produire une rame de train avec de l'électricité issue du charbon et du gaz, ça n'a pas le même impact que lorsque ça vient du nucléaire. Et ça, je pense que la Commission européenne doit enfin le comprendre. Sinon, on restera éternellement les idiots du village global. Et vous êtes confiant dans la capacité de l'Europe à comprendre justement cet enjeu, pour lequel, évidemment, l'Europe est tout à fait bien placée. En fait, ce que je crois, c'est que, bien sûr qu'il y a des divergences en Europe, et que ce qui l'empêche d'avancer, c'est l'unanimité, la règle de l'unanimité. Je prends l'exemple de la taxe GAFA. Je veux dire, les entreprises sont pour, les ménages sont pour, les opinions publiques sont pour. Sur 27 États membres, vous en aviez 24 qui étaient pour. Et notamment l'Irlande, qui est, comme vous le savez, pratique en cette matière-là une politique très en faveur des GAFA et qui a des liens très privilégiés avec Google notamment, l'Irlande a notamment bloqué cette initiative-là. Donc moi, ce que je souhaiterais, si un référendum il devait y avoir, ce que je souhaiterais, c'est que nous proposions, nous, la France, un traité de souveraineté écologique entre l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, bien qu'ils aient quitté l'Union européenne, pour se mettre d'accord sur un certain nombre de principes de convergence fiscale, de protection économique et de grands investissements écologiques. Et si on fait ça à trois, si vous voulez que les Polonais soient contre, que les Hongrois soient contre, que je ne sais quelle nation, que l'Irlande soit contre, d'une certaine façon, ils font cavalier seul. Mais on ne peut pas, nous, s'interdire d'avancer parce que sur 27 États membres, il y en a 1, 2 ou 3 qui nous en empêchent. Donc il faut sortir du piège de l'unanimité. Je crois que c'est ça la voie. Vous savez combien la règle de la majorité est souvent difficile à appliquer en Europe. Alors, je voudrais vous amener maintenant sur un problème de politique française, au fond. Si le référendum a lieu, ça sera l'article 89 de la Constitution qui oblige que les deux assemblées votent en termes identiques le texte. Bon, les députés vont le faire, évidemment. La balle est plutôt dans le camp du Sénat. Le Sénat est une majorité de droite. Est-ce qu'à votre avis, ils ont intérêt à aller jusqu'au référendum, ou est-ce qu'ils doivent jouer de la politique politicienne en s'opposant au président en place? Moi, ce que j'aimerais, c'est que le Sénat propose un autre référendum, dans le fond. C'est-à-dire, valide le principe du référendum, mais disent, écoutez, on va proposer 2 questions en français. La première question, c'est celle de la révision des règles de concurrence dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Voilà. Autoriser les aides d'État. Mettre en pause
les règles sur les positions dominantes des entreprises. Nous, on a des services publics superbes, des entreprises extrêmement compétitives qui, de fait, sont toutes en position dominante sur le marché français. Et donc, elles sont forcément défavorisées par rapport à un régime allemand beaucoup plus basé sur les ETI, si vous voulez, les entreprises de taille intermédiaire. Donc, je dirais qu'il y a une première question qui est celle-là. Et il y a la deuxième sur le protectionnisme écologique et social. Donc, si le Sénat disait, écoutez, on va pas faire un référendum pour rien. On va en faire pour vraiment changer les choses. Là, ça pourrait avoir du panache. Bon, cela étant, vous parliez de politique politicienne. C'est vrai que l'initiative est prise par Emmanuel Macron, bien sûr pour se sortir de cet échange compliqué avec la Convention citoyenne pour le climat. Bien sûr qu'il met la droite française dans une situation difficile parce qu'elle est, si elle veut pas avoir l'air anti-écologique, elle doit dire oui, et si elle veut pas avoir l'air macroniste, elle doit dire non. Donc elle se trouve mise dans une aporie de manière un peu trop flagrante à mon avis pour que ça puisse prospérer. D'ailleurs, les Français l'ont bien compris, qu'ils sont à la fois pour voter oui pour le référendum, mais qui voient aussi un coup politique. Merci infiniment Arthur Dehaene. Alors, je renvoie aussi à la tribune que vous avez publiée dans Marianne, sur le site de Marianne. Et puis, je rappelle voilà, que vous êtes élu d'une magnifique ville des Yvelines, qui est Maisons-Laffitte. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vous êtes bienvenue à Maisons-Laffitte. À bientôt. Au revoir, Patrice.